Bonjour à tous, on va passer une petite demi-heure ensemble sur un sujet au rendement 2017. Nous sommes en direct. Vous avez sur votre écran la possibilité de poser des questions. Alors certaines ont déjà été posées. Vous avez un onglet en haut à droite, posez vos questions et on y répondra à la fin. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de voir les principes du fonds, l'équipe, les performances des différents fonds, enfin des fonds précédents, puis de voir l'environnement obligataire, parce qu'on est dans un environnement très particulier à l'heure actuelle, et puis enfin de finir sur haut rendement 2017, qui nous semble être une opportunité à l'heure actuelle. Alors, avant tout, on va passer un peu de temps juste à décrire le principe du fonds qui est relativement simple. En fait, beaucoup de clients viennent nous voir, des clients de la banque privée, en nous demandant de leur constituer un portefeuille, un mandat personnel, avec une série d'obligations à l'intérieur, qu'ils détiendraient jusqu'à maturité. Le seul problème, c'est que sur beaucoup d'obligations européennes, il y a des nominaux, c'est-à-dire chaque obligation traite pour un minimum de 100 000 euros. Donc il faut, pour avoir un portefeuille très diversifié, il faut avoir un certain montant d'argent. D'où l'idée de construire un fonds autour de cette thématique, et c'est les fonds de haut rendement. Alors, dans le cadre précis dont on parle aujourd'hui, haut rendement 2017, c'est un fonds daté, donc d'abord avec une échéance 31 décembre 2017, c'est-à-dire que toutes les obligations ou les obligations convertibles que nous allons détenir seront arrivées à échéance avant le 31 décembre 2017. Alors on s'est laissé 6 mois supplémentaires pour pouvoir participer à du primaire, mais toutes seront remboursées avant le 31 décembre 2017. L'objectif de gestion, évidemment, c'est de maximiser le rendement sur la période. Et pour ceci, notre stratégie, ça va être d'aller dans toutes les classes de rating. Vous savez que les agences de notation notent en fait les différentes sociétés, de la catégorie investment grade à la catégorie high yield, dite spéculative. Nous allons principalement investir dans la catégorie high yield, c'est ce que nous verrons par la suite, qui pour nous présente des opportunités à l'heure actuelle. Alors, comme tous les fonds au haut rendement que nous avons lancés, le premier est daté de 2008, ces fonds sont des fonds d'opportunité. C'est-à-dire qu'on considère qu'à l'heure actuelle, il existe une opportunité. Donc il y a un fonds qui est lancé avec une fenêtre qui est relativement restreinte. Ici, le fonds sera en fait ouvert à la souscription jusqu'à janvier 2013. Date après laquelle le fonds vous pourrez sortir à tout moment, c'est-à-dire qu'il y a une valeur liquidative quotidienne, vous pourrez sortir, mais par contre vous ne pourrez plus souscrire au fonds, puisqu'on considère qu'en fait l'opportunité c'est maintenant, c'est pas plus tard. Voilà un peu le principe. Alors, revenons un peu sur l'équipe, parce que ce qui est important, c'est la façon dont sont gérés ces fonds. L'équipe se compose de 5 personnes, dont je suis le responsable des obligations convertibles et des fonds datés. Ça fait à peu près 16 ans que je travaille sur les marchés financiers. Avec moi, Muriel Blanchier, qui travaille depuis 5 ans chez Odo Asset Management, qui a fait un énorme travail avec moi. Et encore une fois, merci Muriel. Nous a rejoint il y a 3 ans et demi Anne-Claire Dossin. Anne-Claire Dossin nous a rejoint en tant qu'analyste. On parlera de cette partie analyse, parce que c'est vraiment une partie très importante. Très importante parce qu'en fait, quand on choisit une société, on prête de l'argent à une société, et notre vraie question, c'est de savoir est-ce que la société sera toujours en vie dans 5 ans ? Est-ce que la société sera là pour nous rembourser ce qu'on lui a prêté ? Donc en fait, on descend les bilans des sociétés, on rencontre les managements, on rencontre à peu près 250 managements par an, et on descend tous les bilans vraiment dans le détail. Donc cette partie analyse est vraiment très importante, et c'est pour ça que Anne-Claire nous a rejoint donc il y a 3 ans et demi, Laure Desbrosses nous a rejoint en début d'année, et enfin, comme vous avez fait confiance, puisque ces fonds ont vraiment beaucoup collecté ces dernières années, Olivier Becker nous a rejoint il y a à peu près un mois. Donc l'équipe se structure autour de ces personnes. Bien évidemment, nous faisons partie de la compagnie Odo, et nous nous aidons de tous les analystes, puisqu'il y a une partie broker chez Odo, on s'aide de toute la partie analyse, il y a 30 analystes actions, 5 analystes crédit, et on s'aide vraiment de toute cette partie-là. Alors, voilà pour l'équipe. Maintenant, parlons un peu de ce qu'on fait. On gère à peu près 1,9 milliard. Ça fait à peu près 19 ans qu'on gère des convertibles chez Odo, et la partie convertible, notre métier se décompose, sur le pôle se décompose en 2 parties. D'abord la partie obligation convertible qui fait à peu près 950 millions d'euros, et puis la partie fonds daté qu'on a développée donc avec Muriel à notre arrivée il y a 5 ans, et qui actuellement fait à peu près également 940 millions d'euros. Voilà pour nos principales activités. Alors,
la vraie question, c'est est-ce qu'on a une vraie expérience sur les fonds datés? La réponse est oui. On est non seulement précurseur sur les fonds datés, puis on est leader comme on le est. Alors, si on reprend un peu l'historique, 2008, une crise comme on en avait rarement connu, des obligations qui traitent à des prix complètement décotés. Il nous semblait une bonne idée de lancer un fonds, vraiment un fonds d'opportunité, à échéance relativement courte, puisque c'était Odo Convertible 2011, qui était réservé à une vingtaine de porteurs. Ce fonds a très bien marché, puisque un an après, il avait fait 23% de performance, et nous avons rendu l'argent aux souscripteurs avant terme. Rendement 2013 qui a été ouvert début 2009, le fonds vient d'être fermé par anticipation, c'est-à-dire que nous avons rendu l'argent après 35% de performance, c'est-à-dire que la performance avait été tellement belle que nous avons préféré ne pas faire prendre plus de risques à nos investisseurs qui avaient pris quasiment 80% de ce qu'il y avait à prendre. Rendement 2014, 31% de performance. Rendement 2015, où il reste encore un petit peu de performance à prendre, puisque ce fonds, en un peu moins de 2 ans, a fait 17%. Odo rendement 2017, qui a été lancé suite à l'été 2011. Ceux qui étaient investis s'en rappellent encore très bien. L'été 2011 a été un été un petit peu meurtrier. On a tous passé des mauvaises vacances. Par contre, ça a créé des fenêtres d'opportunité, d'où l'idée de lancer à la rentrée en septembre 2011 Odo rendement 2017, qui effectivement a très bien performé, d'avoir très bien collecté. Merci à vous tous. Puisqu'il a collecté pratiquement 550 millions d'euros, et puis il a fait des très belles performances, puisque la performance est de plus de 16% en moins d'un an. Encore une fois, nous sommes sur des rendements obligataires, on n'est pas sur des actions. Et enfin, le petit dernier de la gamme, Odo haut rendement 2017, qui vraiment se spécialise sur la partie haut rendement qui nous paraît intéressante à l'heure actuelle. Alors, si on regarde un peu, si on élargit un petit peu, on regarde un peu l'univers obligataire, vous avez tous vu les baisses des taux, les monétaires ne rapportent plus grand-chose, nous sommes tous à la recherche de rendement. Voyons un peu ce qui se passe dans cet univers des obligations, dans cet univers où on prête de l'argent à quelqu'un, il nous rembourse à la fin avec un coupon. Alors, si on regarde à horizon à peu près 5 ans, les taux allemands 5 ans rapportent 0,3%, donc alors c'est sécure, c'est sûr, l'Allemagne nous remboursera, on en est certain. Le seul problème, c'est que ça nous rapporte 0,3% par an. C'est pas fabuleux. Les obligations triple B, alors là, on est encore dans l'investment grade. Je suis désolé d'employer un jargon un peu terrible, mais ces agences de notation font des notations sur toutes les différentes sociétés. La partie investment grade est la mieux notée ou la plus sécure, ce qu'elles considèrent comme la plus sécure. Et puis, sur les obligations triple B, on est à 3,1% de rendement. C'est pas mal, ça commence à être intéressant, mais il nous manque un petit quelque chose. Si on regarde maintenant du côté obligations high yield, on a encore une fois différentes graduations. On a des sociétés qui sont très bien, qui étaient investment grade, qui ont été dégradées dans la partie high yield. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont en grande difficulté, ça veut simplement dire qu'elles ont un bilan un petit peu lourd à l'heure actuelle, qu'elles travaillent sur ce bilan. Et les sociétés, par exemple, double B, qui est la meilleure notation de ce secteur, de ce segment high yield, ont à peu près 5,4% de rendement. À l'extrême droite, vous avez les obligations simple B, où là on rencontre des gens comme Alcatel, avec de l'ordre de 8%, 8,7% de rendement à l'heure actuelle. Le portefeuille qu'on a décidé de construire se situe à l'intermédiaire entre les simple B et les double B, avec une prédominance sur les obligations double B et les obligations non notées, comme on le verra tout à l'heure, et l'objectif est d'avoir 6% de rendement. Alors, on peut se poser la question pourquoi les obligations high yield ont plus de rendement? Tout simplement parce on estime que l'émetteur a moins de chances de nous rembourser à la fin. Alors, on a essayé de quantifier un peu ce moins de chance, parce que cette probabilité de défaut ou de non-existence de la société à la fin. Alors d'abord, il faut savoir que quand une société fait défaut, on ne récupère pas rien à la fin, c'est-à-dire qu'on liquide tous les actifs. En tant qu'obligataire, on passe juste après l'État se sert en premier, les salariés sont d'abord payés de ce que l'entreprise leur doit, puis l'État, et enfin vient les obligataires et les actionnaires s'il reste quelque chose. Généralement, il ne reste pas grand-chose pour les actionnaires, sinon leur société n'aurait pas fait faillite. Par contre, pour les obligataires, historiquement, il reste à peu près 40%. Donc quand une entreprise fait défaut sur la partie obligataire, on récupère à peu près 40%. Alors ce qu'on a essayé de voir, c'est sur cette catégorie investment grade ou cette catégorie high yield, quels étaient les taux de défaut sur 5 ans cumulés
pour essayer de voir, puisque c'est notre horizon de gestion. Alors c'est ce qu'on a représenté. Vous avez un petit graphe sur la partie droite avec les barres bleu clair qui représentent en fait les taux de défaut historiques tels que présentés par Moody's depuis 1970. Donc on a un horizon assez long, on a une bonne vision de ce qui s'est passé. Et on voit que sur la partie investment grade, donc triple B, il y a à peu près 2% de taux de défaut sur 5 ans cumulés, ce qui est relativement faible. Le seul problème, c'est ce qu'on a vu en page précédente, c'est que ces obligations rapportent à l'heure actuelle 3% de rendement. Donc c'est relativement faible. Si on passe sur la catégorie high yield, les obligations W, par exemple, ont un taux de défaut sur 5 ans cumulés de 10,5%. Ça, c'est en supposant qu'on choisisse au hasard les différents noms sur lesquels on investit. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Sur la partie simple B, là on a des taux de défaut qui commencent à devenir assez importants, puisque sur 5 ans cumulés, on a des taux de défaut de l'ordre de 26,2%. Et puis maintenant, regardons un peu ce que le marché anticipe. Parce qu'on dit qu'il y a des taux de rendement un peu plus élevés, c'est naturellement pour rémunérer ce risque de non-remboursement. Et donc tout ça peut se calculer. Alors sur la partie W dont on parlait tout à l'heure, le marché anticipe, ou plutôt les taux tels qu'ils sont actuellement, nous disent dans les 5 prochaines années, il y aura 30% de taux de défaut sur les obligations, par exemple W. Ça nous paraît quelque chose de très fort, une hypothèse très forte, très pessimiste. C'est-à-dire que le pire actuellement est pricé dans le marché, puisque historiquement on a eu 10% de taux de défaut. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a réellement une opportunité sur cette partie. Alors, à quoi on va s'intéresser et quel type d'obligations on va acheter? Alors vous l'avez sur la partie gauche, on va s'intéresser aux obligations d'entreprise, les obligations d'État, on le verra par la suite, c'est un autre débat, on n'y touche pas, mais aux obligations d'entreprise. Donc les entreprises, c'est simple, on prend le bilan, on rencontre le management, on y croit, on n'y croit pas, on investit ou on n'investit pas. Et puis les obligations convertibles, parce que les obligations convertibles ont plein d'intérêts. La première chose, d'abord, on nous pose souvent la question, pourquoi investir dans les obligations convertibles, puisque c'est un actif un petit peu plus volatile. Peut-être il y a un petit peu plus de risques. Alors il faut savoir qu'une obligation convertible, c'est avant tout une obligation. Donc qui dit avant tout une obligation, dit si jamais il y a un défaut de la société, on est traité au même rang qu'une obligation classique. Et puis, il y a des déconnexions à certains moments, puisque c'est traité par d'autres intervenants du marché. Donc on peut avoir des choses sur les obligations convertibles qui sont plus intéressantes que sur les obligations classiques. Alors bien évidemment, on va choisir des obligations convertibles qui sont sur la partie obligataire des obligations, donc c'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité à action très faible. Et d'ailleurs, la sensibilité à action du portefeuille à l'heure actuelle est de l'ordre de 3%, donc vraiment très faible. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. La partie action, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif est vraiment un objectif de rendement, comme ce qu'on annonce au rendement 2017. Et puis vous avez les échelles de notation, avec bien évidemment, on se laisse la possibilité d'aller sur tout type de notation. On ne veut pas être pris dans les mains des agences de notation, on pense qu'elles ont des choses intéressantes à dire, clairement. Par contre, ils ne font pas la loi, ce n'est pas eux qui doivent nous dicter quand acheter et quand vendre une obligation. Donc on est très souple sur notre univers d'investissement. Et donc on va de 0 à 100% sur la partie high yield, encore une fois la partie spéculative. Et à l'heure actuelle, c'est la partie qu'on privilégie réellement. On s'est laissé la possibilité d'aller sur de l'investment grade et sur du non noté également. Alors, je viens de vous dire, on ne suit pas les agences de notation, on ne veut pas qu'elles nous dictent ce qu'on doit faire, à quel moment on doit acheter et à quel moment on doit vendre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut se mettre des guidelines très précises, il faut avoir un contrôle de risque très précis, et c'est pour ça qu'une des premières règles, c'est de diversifier le portefeuille. Nous avons en portefeuille, à l'heure actuelle, un peu plus de 70 émetteurs différents. L'idée, c'est d'avoir en objectif entre 70 et 90 lignes, ce qui veut dire grosso modo à peu près 1% par type d'émetteur. Pour faire simple, si vous investissez dans 2 obligations, il y en a une qui fait défaut, on vous coupe à moitié la tête. Si vous investissez sur une centaine d'obligations, s'il y en a une qui fait défaut, vous perdez 1%, moins la recovery dont on a parlé tout à l'heure, ou moins le taux de recouvrement. Ce qui veut dire que vous perdez un petit bout d'ongle. C'est pas très agréable, mais néanmoins ça reste supportable. Donc le premier principe, c'est réellement un principe de diversification, et c'est vraiment un principe important. Le deuxième, c'est de dire il faut se mettre un maximum par ligne.
Alors on s'est mis 3% maximum par ligne. Et puis, comme on est une maison de conviction, on s'est laissé le droit d'aller jusqu'à 5 convictions, chacune pouvant aller jusqu'à 5% du portefeuille. Enfin, on est très libre au niveau des notations, comme je vous l'ai expliqué. Enfin, une question qui arrive souvent, c'est est-ce un portefeuille buy and hold et est-ce qu'on rentre les titres en portefeuille et on n'y touche pas jusqu'à l'échéance. Alors, effectivement, quand on investit sur un titre, l'idée, c'est vraiment de prêter de l'argent à une entreprise, qu'elle nous paye nos coupons en cours de vie et puis qu'à la fin, elle nous rembourse. Donc, de conserver le titre le plus longtemps possible et si possible jusqu'à l'échéance. Néanmoins, on sait que cet univers est très changeant à l'heure actuelle. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, il y a des choses qui se passent et il faut pouvoir tourner des positions à certains moments, prendre des profits ou se dire je me suis trompé, il y a un fait nouveau qui arrive sur la société. Un exemple, si une société en fait, nous annonce quelque chose, 3 mois après, elle nous annonce une chose différente, évidemment, on ne va plus avoir confiance, et là, dans ces cas-là, on va retirer nos billes, c'est-à-dire qu'on va revendre cette obligation avant terme, avec perte ou avec gain, mais on n'aura plus confiance en ces sociétés. Et puis ça peut être des bonnes histoires, parce que je pense notamment à Rhodia à l'époque, sur le rendement 2013, on avait investi sur de Rhodia, il y avait à peu près 10% de taux de rendement, l'obligation Rhodia arrive, progresse bien, la valeur de l'obligation progresse, et puis l'obligation, au bout d'un moment, ne rapporte plus qu'entre 3 et 4% de rendement. Et il nous semblait que on avait pris l'essentiel de la performance et qu'il était temps de passer sur une autre histoire. Donc voilà. Donc effectivement, on va avoir un petit turnover dans le portefeuille qui va être globalement entre 5 et 10% chaque année. Mais l'idée, c'est vraiment de conserver ces titres jusqu'à l'échéance et d'avoir un taux de rotation du portefeuille relativement faible. Et puis, il y a d'autres choses qui vont nous faire agir. D'abord, durant toute la vie du portefeuille, chaque année, vont nous être payés différents coupons. Il va falloir les réinvestir, ces coupons, parce qu'on ne va pas laisser l'argent dormir tranquillement. Puisque, vous savez, l'argent actuellement est peu rémunéré ou pas du tout. Donc on va réinvestir ces coupons, donc ça va être effectivement un type d'action. Et puis également, toutes les obligations ne sont pas à échéance 31 décembre 2017, ce serait trop beau. Chaque entreprise en fait a des obligations qui sont d'échéances diverses, qui s'étalent entre, on va dire, fin 2015 et fin 2017. Donc durant toute la vie du portefeuille, il va y avoir des entreprises qui nous rembourseront et il va falloir réinvestir cet argent. Alors, ce portefeuille existe maintenant depuis quelques temps, depuis bientôt 2 mois. Voyons à quoi il ressemble, puisque là, on n'est plus du tout sur des simulations, on est sur un portefeuille réel. On verra tout à l'heure les performances, mais voyons à quoi il ressemble. Alors, on vous a remis plusieurs petits camemberts, d'abord en termes de type d'investissement. Alors, les obligations convertibles représentent 28% à l'heure actuelle. Les obligations classiques représentent 58%. Et puis, nous avons une poche de liquidité, ou appelée poche cash, de 14%, pour pouvoir bénéficier, effectivement, des opportunités sur le marché primaire. Ça, c'est sur la partie instrument. Sur la partie répartition géographique, effectivement, la question qu'on nous pose très souvent, c'est est-ce que vous sortez hors d'Europe? Alors oui, le prospectus nous laisse la possibilité de sortir hors d'Europe. Clairement, notre zone de prédilection est quand même l'Europe, donc on va être à 90% sur l'Europe. Et puis, est-ce que vous allez sur l'Europe du Sud? Alors oui, nous allons sur l'Europe du Sud, sur des entreprises, donc pas sur de l'État. Nous avons exclu totalement de notre portefeuille tout ce qui concernait les États. C'est un autre débat. En fait, concrètement, nous sommes tous à différentes hauteurs porteurs d'obligations d'État, soit certains en direct, soit d'autres à travers leur assurance vie. Donc des obligations d'État, vous en avez déjà, ce n'est pas la peine de vous en rajouter. Sur la partie bancaire, on a eu le même raisonnement, c'est-à-dire on ne s'exclut pas, là par contre sur la partie État on l'exclut, sur la partie bancaire on ne l'exclut pas totalement. On s'est laissé la possibilité d'avoir un petit peu de bancaire, on en a dans l'ordre de 2% à l'heure actuelle, mais encore une fois, vous avez tous soit des comptes à terme, soit un argent déposé dans une banque, donc vous avez déjà un risque bancaire, c'est pas la peine de vous faire prendre un risque supplémentaire. L'idée c'est vraiment de diversifier et d'aller sur quelque chose d'un peu plus différent et où il y a vraiment des opportunités.
Donc l'Europe du Sud, oui, on y va. Il faut savoir que l'Europe du Sud représente entre 25 et 30% du PIB de la zone euro. Nous en avons à l'heure actuelle à peu près 33%, donc autour de 30%. C'est dans nos objectifs. Il nous semble qu'après les dernières actions de la Banque Centrale Européenne, il y a vraiment des opportunités sur cette partie-là. La partie notation, sans faire de fixation là-dessus, la partie high yield, on vous l'avait dit, on ira clairement sur la partie high yield. Il y en a dans le portefeuille, ça représente à peu près 62%. La partie non notée, alors c'est une spécificité en fait des obligations convertibles. Il faut savoir que la moitié des obligations convertibles n'est pas notée à l'heure actuelle, parce que les entreprises qui émettent des obligations convertibles souvent considèrent qu'elles ont mieux à faire de leur argent que de payer une agence de notation pour qu'elle vienne chez vous pour vous noter. Donc la partie non notée représente 24%. La partie investment grade, parce qu'il y a des bonnes choses en investment grade avec du rendement, de moins en moins malheureusement, mais il y en a encore, représente 6%. Et puis vous avez la répartition sectorielle. Alors la répartition sectorielle, clairement comme vous l'avez dit, on a vraiment une approche valeur. On va voir les sociétés, on descend les bilans et encore une fois, on choisit une entreprise individuellement, non pas parce qu'elle appartient à son secteur, mais parce qu'on aime cette entreprise, parce qu'on aime le management. Vous avez ici la répartition sectorielle, on vérifie simplement qu'on n'est pas trop concentré. La partie finance, vous le verrez, représente à peu près 9,4%. Alors c'est une partie malheureusement un petit peu fourre-tout, puisque dedans on retrouve très souvent toutes les immobilières, on retrouve également toutes les holdings, et les compagnies d'assurance. Donc cette partie représente à peu près 9,4% et essentiellement composée de quelques immobilières plus des holdings. Voilà pour le portefeuille. Alors, si je résume tout ça, c'est un fonds qui, à l'heure actuelle, totalise à peu près 150 millions d'euros d'encours. La valeur liquidative est de 106,16, c'est-à-dire que depuis 2 mois, le fonds a progressé de 6,16%. Le taux actuariel moyen du portefeuille est brut hors frais de gestion, donc est de 6%, et le fonds est investi à 86%. L'objectif étant à la clôture du fonds d'être investi à 100%. Il faut quand même se garder des opportunités, c'est pour ça qu'on garde une poche de liquidité à l'heure actuelle. Encore une fois, 73 lignes en portefeuille, et vous avez également la décomposition à hier soir des différents segments en termes obligations convertibles dans le portefeuille. Alors, tout ça ne serait pas très concret si on ne donnait pas quelques exemples. Alors, nous avons essayé de prendre des exemples relativement différents pour vous montrer un peu que, quel que soit le secteur, il existe des belles opportunités. Alors, il y a des noms que vous connaissez, il y a des noms que vous connaissez moins. On va en détailler certains. Alors, si je commence par l'Europe du Sud, c'est vrai que l'Europe du Sud est très décriée en ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai qu'on dit attention, faites attention, il y a des risques, on voit tous des manifestations à la télé. On a exclu totalement la Grèce de notre portefeuille, c'est une partie totalement à part, la Grèce est un cas très très particulier. Ici, on va parler de Fiat Industrial. Vous savez, Fiat Industrial, en fait, a été scindé il n'y a pas très longtemps en sa partie. D'un côté, la partie auto, donc qui comprend la partie Fiat, la partie Chrysler, et puis la partie Ferrari, qu'on oublie souvent, et puis de l'autre côté, toute la partie véhicules industriels et construction agricole. Donc clairement, cette partie, c'est la partie véhicules industriels et agricoles qui nous intéresse. Ils ont émis une obligation d'échéance 2018, donc je vous ai dit tout à l'heure, on avait droit à 6 mois de plus que le 31 décembre 2017. On les a ici utilisés. On sera au 31 décembre 2017. Cette position sera donc liquidée, mais il n'y aura plus que 6 mois de vie, donc on sera une position qui sera proche du remboursement. Le rendement à maturité est de 4,7%. Ils ont fait un très beau travail. Il faut savoir qu'à peu près 40% du chiffre d'affaires de la partie agricole est fait avec émergent, donc une très bonne dynamique. On aime bien, même si c'est un pays d'Europe du Sud, c'est une société qu'on aime bien et on leur fait confiance pour nous rembourser. Alors Faurecia, en parlant de société, on va parler là de société française qui a effectué une énorme restructuration depuis 2007. Alors on a tous en tête Faurecia, le fournisseur de Peugeot sur ses pièces détachées, etc.
Forestia, effectivement, c'est comme ça que Forestia existait pendant un certain temps. Forestia, depuis 2007, s'est énormément restructuré. Ils font actuellement 40% de leur chiffre d'affaires avec les principaux constructeurs allemands et tous les constructeurs premium allemands. Ils se sont diversifiés également à travers le monde. Donc clairement, sur cette partie-là, on leur fait encore une fois confiance. Ils ont un échéancier relativement long. Voilà. Dernier petit exemple, ou avant-dernier petit exemple, Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, vous connaissez pour les locations stations de ski. Alors c'est une obligation non notée. Alors c'est des choses connues. Il faut savoir que Pierre et Vacances s'est diversifié sur Center Park. C'est un groupe familial, on aime beaucoup. Enfin, on vous disait on pouvait aller à l'étranger. On va prendre une petite dernière, Steinhoff, qui n'est pas connue, Afrique du Sud. En Afrique du Sud également, on peut trouver des belles sociétés qui représentent un poids évidemment réduit dans notre portefeuille, mais on peut trouver des belles sociétés. C'est une société qui a le même métier qu'IKEA. Alors c'est à peu près 4 fois moins grand qu'IKEA, mais c'est eux qui ont racheté Conforama à PPR en 2010. Ils produisent dans des pays où on produit à bas coût, et puis ils vendent en Europe du Nord. Ils ont un excellent management, qui sait exactement où il va. On leur fait confiance, on leur a prêté de l'argent. Je vais maintenant peut-être passer aux questions-réponses. Je crois que certains d'entre vous ont déjà posé quelques questions. Je vais reprendre certaines de ces questions. Alors, encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions en direct sur votre écran, sur la partie droite. Vous avez un onglet pour poser vos questions. Alors, y a-t-il des pénalités de rachat sur votre fonds? Alors, on a trouvé une petite astuce. Vous savez que les obligations s'achètent pas à un prix unique, c'est-à-dire qu'il y a un prix de vente, un prix d'achat, et ces deux prix sont différents. Quand on achète une obligation, évidemment, on l'achète un tout petit peu plus cher que ce qu'on la vend. Il y a à peu près 1% de différence entre les deux prix. Clairement, le principe de base, c'est de dire que celui qui est dans le fonds ne doit pas payer pour celui qui qui souscrit au fonds. Donc, ce qu'on a fait, c'est que jusqu'au 11 janvier 2013, il y a des pénalités de rachat de 1%, puisque en fait le fonds est valorisé au prix auquel on achète les obligations, c'est-à-dire au prix offert. Et puis après le 11 janvier 2013, les pénalités de rachat s'en vont, sautent, et puis le fonds sera valorisé au prix auquel on vend les obligations dans le portefeuille. Mais le principe de base, ça a été de dire réellement, le client qui reste dans le fonds ne doit pas être gêné par celui qui sort, ou inversement. Une deuxième question, au rendement 2017, peut-il constituer une alternative au support en euros? Y a-t-il une garantie en capital à terme? Alors, concernant la garantie en capital, clairement, il n'y a pas de garantie en capital. Soyons clairs, on investit sur des titres haut rendement, dont des titres high yield. Il y a un risque, il faut en être conscient. Nous pensons que ce risque vaut la peine d'être pris. Il y a des opportunités à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, les différents fonds qu'on a lancés, il y avait un risque également. Les performances ont montré que c'était un risque intéressant à prendre. Par contre, aucune garantie en capital. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, étant donné les taux de rendement et les coupons à l'heure actuelle, il faudrait qu'il y ait à peu près un peu plus de 30% de taux de défaut sur les papiers qu'on choisit en portefeuille pour avoir un capital qui serait attaqué à terme. Alors si on regarde un peu historiquement, ça fait un petit bout de temps qu'on fait ce métier, sur les différents fonds qu'on a lancés, donc Odo Convertible 2011, Odo Rendement 2013, Odo Rendement 2014, Odo Rendement 2015, Odo Rendement 2017, et maintenant Odo Haut Rendement 2017, on a eu à peu près 200 émetteurs différents en portefeuille, on a eu un seul taux de défaut sur la période. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de taux de défaut, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi, encore une fois. Donc il y a un risque. Je pense que ce risque vaut la peine d'être pris, mais encore une fois, il n'y a pas de garantie en capital. Et ce qui peut, la deuxième partie de la question, c'est peut-il constituer une alternative au support en euros? Il faut savoir que c'est des fonds qui ont une espérance de gain plus élevée, de l'ordre de, on va dire, 6% par an. Qui est à peu près l'espérance de gain sur les années qui viennent. Donc on est
supérieur au fonds en euros. Il y a un petit inconvénient, malheureusement, on n'a rien sans rien. L'inconvénient, c'est d'avoir un petit peu de volatilité. Par exemple, Odo rendement 2015, durant l'été 2011, a baissé, la valeur liquidative a baissé de 5%. Ça ne veut pas dire qu'il s'est passé des choses, on n'a eu aucun défaut dans le portefeuille. Pour nous, c'était, encore une fois, si on a lancé Odo rendement 2017 à la fin de l'été, c'est qu'il y avait des opportunités supplémentaires, mais il peut y avoir des baisses de valeur liquidative, ce que vous ne pouvez pas avoir sur un fonds en euros. Avantage, inconvénient, vous avez plus d'espérance de rendement, mais par contre, la valeur liquidative est beaucoup moins régulière et il peut y avoir des baisses de valeur liquidative. Une autre question à l'heure actuelle, êtes-vous investi en partie en obligations convertibles? Oui, ça a été répondu. Quel risque action prenez-vous? On l'a vu, un risque action très faible, de l'ordre de 2%, entre 2 et 3%. Question, les fonds datés obligataires semblent très à la mode. Beaucoup de vos concurrents se positionnent sur le créneau. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut savoir que les fonds obligataires, effectivement, sont à la mode en ce moment. Nous avons été précurseurs sur ce domaine. C'est les fonds obligataires, enfin les fonds datés à échéance existent depuis très longtemps. On a relancé le thème, on a été les premiers à relancer le thème. On est leader sur ce marché, on a actuellement à peu près 20% de part de marché. On est parmi les plus gros puisqu'on gère à peu près 1 milliard d'euros sur cette thématique. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Et je crois que les performances leur conviennent parfaitement. Que pensez-vous des anciens fonds datés 2014, 2015, 2017 Que peut-on en attendre? Alors, si on reprend les différents fonds précédents, Odo rendement 2013, nous pensions que l'essentiel de la performance avait été faite. En 3 ans, il avait fait à peu près 35% de performance. On a préféré rendre par anticipation l'argent aux différents souscripteurs. On l'a fait d'une manière assez, en laissant la possibilité aux souscripteurs de sortir sans frais ou d'aller dans Odo rendement 2017. Si on regarde les différents fonds, Odo rendement 2014, alors le rendement sur Odo rendement 2014, si on regarde la performance, on se rend compte que clairement il a fait une très belle performance.